Chapitre 23. Le clergé, les bois, la liberté. Selon les conspirateurs, l'Angleterre n'a pas d'argent pour les aider, et sans l'or anglais, ils ne pourront pas financer les campagnes des rois de l'Europe contre la petite bourgeoisie. Ils doivent donc former un parti armé en France, ce qui sera impossible à faire sans le clergé. Bientôt, Julien reconnaît M. de Nerval, le Premier ministre, qui explique que sa mission est de rétablir la monarchie en France. À la fin de la réunion, le marquis fait promettre à Julien de ne rien révéler. Le lendemain, Julien part en calèche accomplir sa mission. Aux environs de Metz, le maître de poste lui annonce qu'il n'y a pas de chevaux pour continuer son voyage. Il reste pour manger et prend une chambre. Il rencontre le chanteur Geronimo, qui lui apprend que le maître poste a menti, qu'en réalité, il y a des chevaux. Julien et Geronimo décident de s'échapper le lendemain. Mais pendant la nuit, un curé vient fouiller dans le coffre de Julien. Julien ouvre à demi les yeux et reconnaît l'abbé Castanède. Plus tard, il réussit à se rendre auprès d'un duc dont le narrateur tait le nom et lui récite ses notes. Le duc lui ordonne de se rendre à Strasbourg et de revenir le trouver 8 jours plus tard. Chapitre 24. Strasbourg. Julien est forcé de passer 8 jours à Strasbourg sans savoir quoi y faire. Il ne fait que penser à Mathilde. Lui, d'un naturel si orgueilleux, est tombé dans l'extrême modestie. Il doute de lui, il ne croit plus en un avenir glorieux. Il rencontre le prince Korassov, un ami qu'il avait rencontré à Londres, auquel il confie ses peines de cœur. Le prince lui donne des conseils. Voir tous les jours Mathilde, faire la cour sans passion à une femme de sa société et écrire à celle-ci 2 lettres enflammées par jour. Julien choisit de faire la cour à la très prude Madame la maréchale de Fervaques et Korassov fait cadeau à Julien de 53 lettres d'amour écrites par un prince russe pour séduire une quakeresse anglaise. Korassov apprécie tellement Julien qu'il lui offre la main d'une de ses cousines, une riche héritière de Moscou, et lui promet d'utiliser son influence pour le faire colonel en 2 ans. Julien faillit accepter, mais son devoir le rappelle auprès du mystérieux duc, duquel il reçoit une réponse. Puis il rentre à Paris. 2 jours plus tard, il décide de refuser l'offre de Korassov, mais accepte de suivre ses conseils. Il fera la cour à Madame de Fervaques. Chapitre 25. Le ministère de la vertu. Julien court chez le comte Altamira et lui raconte qu'il est très amoureux de Madame de Fervaques. Altamira emmène Julien chez Don Diego Bustos, qui a échoué à lui faire la cour. À présent, Julien est sur le point de revoir Mathilde. Il est très troublé, mais fait tout ce qui est en son pouvoir pour paraître parfaitement calme et indifférent. Plus tard dans la soirée, quand Madame de Fervaques est annoncée, Julien court se changer. Il revient habillé très élégamment et entreprend de lui faire la cour. Puis il la suit à l'opéra. Pendant le voyage de Julien, Mathilde l'avait oublié et avait enfin accepté d'épouser Croisenois. Mais dès qu'elle le revoit, elle se sent de nouveau sous son emprise, d'autant plus qu'il semble indifférent à son égard. Chapitre 26. L'amour moral. Julien recopie la première lettre d'amour destinée à Madame de Fervaques. C'est une lettre ennuyeuse à mourir. Puis il suit les consignes de Korassov et va la remettre lui-même au portier d'un air contrit. En rentrant à l'écurie, il voit sans la regarder Mathilde qu'il observe à la fenêtre. Madame de Fervaques trouve dans la lettre de Julien de l'onction, du sérieux et de la conviction.
Chapitre 27. Les plus belles places de l'église. Julien recopie la seconde lettre. Elle est si ennuyeuse qu'il finit par la retranscrire ligne par ligne, sans penser au sens. Il continue ainsi pendant 15 jours de suite, mais la maréchale le traite comme s'il ne lui écrivait pas. Julien ne comprend pas l'intérêt d'écrire des lettres aussi ennuyeuses, car il ignore que les 40 premières n'ont pas d'autre but que de se faire pardonner l'audace d'écrire. Un jour, il reçoit une invitation à dîner de la part de la maréchale. Chapitre 28. Manon Lescaut. Un soir, Madame de Fervaques et Julien assistent au ballet de Manon Lescaut. Julien s'aperçoit qu'elle est au courant de son admiration pour Napoléon, car elle le lui reproche. Il se demande qui a voulu le perdre aux yeux de la maréchale. Le lendemain, celle-ci s'étonne que dans ses lettres, Julien parle de Richmond et de Londres, alors qu'il lui écrit de Paris. Julien faillit éclater de rire avant de dire qu'il avait été distrait. Pendant ce temps, Mathilde lutte pour ne pas songer à Julien. Elle est frappée par sa fausseté vis-à-vis de la maréchale. Julien, quant à lui, souffre de voir Mathilde bientôt mariée à Croisenois et est en proie au désespoir. Chapitre 29. L'ennui. La maréchale commence à s'intéresser à Julien et se désole qu'il ne soit que M. Sorel, petit secrétaire de M. de la Mole. Elle imagine pouvoir faire de lui un grand vicaire. Quand elle décide de répondre à ses lettres, elle trouve tellement inconvenant et vulgaire d'écrire le nom et l'adresse de Julien qu'elle lui demande de lui apporter des enveloppes déjà libellées. Julien ne lit pas ses lettres, mais y répond en recopiant les lettres du prince russe, même si elles n'ont aucun rapport avec ce qu'elle lui écrit. Un jour, Mathilde est présente quand le portier apporte une lettre de la maréchale à Julien. Elle lui reproche de l'oublier et éclate en sanglots, surprise de sa propre indécence et en proie à l'orgueil. Julien réagit avec retenue pour ne pas tout perdre. Mathilde ouvre avec fureur le tiroir de Julien et découvre les lettres non ouvertes. Elle est hors d'elle, puis elle le supplie de l'aimer avant de s'évanouir et de tomber à ses pieds. Chapitre 30. Une loge aux bouffes. Après avoir repris connaissance, Mathilde tente de lire les lettres de la maréchale, mais ses yeux sont brouillés de larmes. Julien refuse de se laisser aller à l'aimer car il sait qu'elle recommencera bientôt à le traiter avec le plus grand mépris. Il lui demande des garanties de constance, puis se retire calmement en lui disant qu'il réfléchira à tout cela. Le soir, il se sent obligé de paraître aux bouffes dans la loge de la maréchale qui l'a invité. Il aperçoit Mathilde dans une autre loge. Elle a les larmes aux yeux. Elle a pressé sa mère de venir pour voir si Julien passerait cette soirée avec la maréchale. Chapitre 31. Lui faire peur. Julien court dans la loge de Mathilde qui, en larmes, pose sa main sur celle de Julien en lui disant ce seul mot, des garanties. Mais Julien ne lui parle pas, car il a trop peur de trahir son émotion et de tout perdre. Il finit par trouver une solution à son problème. Faire peur à Mathilde, sans cesse la faire douter, afin que celle-ci cesse de le mépriser. Le lendemain, Mathilde lui propose de l'enlever et de partir tous les deux pour Londres. Ainsi, Julien aurait une garantie, elle serait déshonorée à jamais. Julien résiste
et cache de son mieux l'immense joie qu'il ressent. Mais un jour il craque, il lui ouvre son cœur et lui raconte tout son désespoir passé. Reprenant vite ses esprits et craignant de l'avoir perdu, il s'empresse de lui faire croire que ce qu'il vient de dire est en fait un mensonge. Chapitre 32. Le tigre. Julien dissimule à Mathilde le bonheur qu'il ressent et se fait un devoir d'avoir parfois des mots durs pour elle. Mathilde finit par aimer pour la première fois. Un jour, elle découvre qu'elle est enceinte et l'apprend avec joie à Julien. Elle décide de le dire à son père et lui promet que si celui-ci le chasse, elle partira avec lui. Julien redoute les justes reproches que le marquis lui adressera et il craint d'être séparé de Mathilde. Celle-ci finit par faire parvenir une lettre à son père dans laquelle elle révèle tout. Elle innocente Julien, demande à son père une petite pension et l'informe que Julien sera maître de latin et de littérature. Julien est conscient qu'il doit beaucoup au marquis qui a fait de lui un homme du monde. Chapitre 33. L'enfer de la faiblesse. Le marquis est furieux. Il accable Julien d'injures et lui reproche de ne pas avoir fui. Ce à quoi Julien répond qu'il a tenté de fuir en lui demandant de partir pour le Languedoc. Le marquis ne peut supporter l'idée que sa fille puisse s'appeler Madame Sorel. Julien écrit une lettre de suicide et la laisse à La Mole en lui suggérant de le tuer ou de le faire tuer. Le lendemain, il va se confesser auprès de l'abbé Pirard, qui n'est pas très surpris. Lorsque Mathilde apprend l'existence de la lettre de suicide de Julien, elle craint qu'il ait trouvé noble de mettre fin à ses jours et menace son père de prendre le deuil et de se faire appeler publiquement Madame Veuve Sorel. Au retour de Julien, elle se jette dans ses bras et le supplie de partir de peur que son père ne le tue. Mathilde refuse les propositions de son père. Elle insiste pour devenir Madame Sorel, pour vivre pauvrement en Suisse ou chez son père à Paris, et elle refuse d'accoucher clandestinement. La fermeté de Mathilde et les mots de l'abbé Pirard finissent par faire fléchir peu à peu le marquis. Chapitre 34. Un homme d'esprit. Pendant ce temps, Madame de La Mole et toute la maison croient Julien en déplacement alors qu'il vit caché au presbytère de l'abbé Pirard. Le marquis de La Mole lègue des terres dans le Languedoc à Julien et à Mathilde. Au bout de 6 semaines, Mathilde écrit une lettre à son père dans laquelle elle le prévient qu'elle ira chez l'abbé Pirard afin qu'il les marie enfin, Julien et elle, et elle le prie d'accepter de venir à son mariage afin d'éviter les mauvaises langues. Après avoir longuement réfléchi, le marquis apprend à sa fille qu'il donne le titre de chevalier de la Vernaye à Julien, ainsi qu'un brevet de lieutenant de hussards. En réponse, Mathilde lui demande d'accepter que son mariage soit célébré en public au cours du prochain mois. Le marquis lui répond durement qu'il ne connaît pas Julien et ordonne qu'il parte pour Strasbourg. Mathilde obéit. Chapitre 35. Un orage. L'abbé Pirard donne une grosse somme d'argent à Julien de la part du marquis et lui raconte l'histoire inventée par celui-ci, selon laquelle Julien serait en réalité de haute naissance. Julien est fou de joie et prêt à croire à ce conte. Quelques jours plus tard, il intègre le 15e régiment de hussards, l'un des plus brillants de l'armée, en tant que lieutenant sans avoir passé par le stade de sous-lieutenant. Mais son caractère et son charisme lui permettent d'être vite accepté. Bientôt, il ne pense plus qu'à la gloire et à son fils.
Mais soudain, il reçoit une lettre de Mathilde, l'avertissant que tout est perdu et lui demandant de vite venir le rejoindre près de l'hôtel de la Mole. À son arrivée, Mathilde lui remet une lettre de son père, dans laquelle celui-ci refuse leur mariage suite aux informations données au sujet de Julien par Madame de Rênal. Celle-ci condamne fermement Julien. Elle l'accuse d'être un être avide et hypocrite, dont la ruse consiste à séduire la maîtresse de maison afin de disposer de sa fortune. Après avoir lu la lettre de Madame de Rênal, Julien part précipitamment pour Verrières. Arrivé à Verrières, il achète 2 pistolets, puis se rend à l'église. Pendant la messe, au moment où Madame de Rênal baisse la tête, Julien tire sur elle à 2 reprises. Madame de Rênal tombe au second coup. Chapitre 36. Détail triste. Julien est arrêté par les gendarmes et conduit en prison. Madame de Rênal a été blessée à l'épaule et regrette de ne pas être morte de la main de Julien. Elle avait écrit la lettre à Monsieur de la Mole à la demande de son confesseur. Craignant que son geôlier ne maltraite Julien, Madame de Rênal envoie Élisa lui porter de l'argent afin qu'il le laisse tranquille. Au juge, Julien affirme qu'il a donné la mort avec préméditation et qu'en conséquence, il mérite la mort. Puis il écrit à Mathilde. Il lui demande de ne jamais parler de lui à personne, pas même à leur enfant, et d'épouser Croisenois 1 an après sa mort. Il lui ordonne aussi de ne pas lui écrire. Julien se défend d'avoir peur et d'avoir du remords. Il s'endort en se disant qu'il n'a plus rien à faire sur la terre. Le geôlier finit par lui apprendre que Madame de Rênal va mieux. Julien, qui la croyait morte, est fou de joie, puis il s'effondre en larmes et se repent pour la première fois de son crime. Il est heureux que Madame de Rênal puisse vivre et lui pardonner. Plus tard, il est transféré à la prison de Besançon. Il est calme. Il trouve logique qu'ayant voulu tuer, il soit tué à son tour. Il a perdu toute ambition. Il pense rarement à Mathilde. Son esprit est occupé par Madame de Rênal. Chapitre 37. Un donjon. L'abbé Chélan rend visite à Julien en prison. Il est bouleversé. Cette visite attriste Julien et le décourage. Le lendemain, il a honte de son manque de courage de la veille. Bientôt, son ami Fouquet arrive. Il est éperdu de douleur et ne pense qu'à vendre tous ses biens pour payer le geôlier afin de faire évader Julien. Celui-ci, ému que son ami puisse consentir à faire un tel sacrifice pour lui, se jette dans ses bras. Cette vision du sublime lui redonne le courage qu'il avait perdu en voyant le vieil et frêle abbé Chélan. Julien ignore que grâce à Fouquet, il a évité le cachot. De plus, Fouquet va trouver l'abbé de Frilair, qui lui annonce qu'il intercédera pour Julien auprès du juge. Chaque jour, Julien tente d'abréger les interrogatoires. Il répète qu'il a voulu tuer avec préméditation. Il ne redoute plus que la visite de son père. Pour éviter sa venue, il a l'idée d'écrire au procureur pour être dispensé de toute visite. Mais son idée choque Fouquet, qui comprend alors pourquoi tant de gens haïssent Julien. Chapitre 38. Un homme puissant. Julien est réveillé tôt par la visite de Mathilde, habillée en paysanne, qu'il ne reconnaît d'abord pas. Sa visite contrarie Julien, qui ne veut pas entacher sa réputation, ni celle de son père, auquel il a causé déjà beaucoup de tort. Mathilde voit en Julien un héros de la trempe de Boniface de la Mole, son ancêtre. Sous le nom de Madame Michelet, elle réussit à obtenir une audience de l'abbé de Frilair, de qui tout dépend selon elle. Elle lui révèle qui elle est en réalité
et expose son intention de faire libérer Julien. Frilair pense tenir là une chance d'obtenir un évêché, car Mathilde est l'amie intime de la maréchale de Fervaques, nièce de Monseigneur l'évêque qui nomme les évêques. Il annonce à Mathilde qu'il est en son pouvoir d'influencer les jurés. Chapitre 39 – L'intrigue. Malgré sa jalousie à l'égard de Madame de Fervaques, Mathilde lui demande instamment d'obtenir de Monseigneur l'évêque, son oncle, une lettre pour l'abbé de Frilair. Mathilde est dans un état d'extrême exaltation. Elle ne pense qu'à sauver Julien et est prête à tous les sacrifices, y compris les plus fous, pour y parvenir. Mais cela ne touche pas Julien, qui est fatigué des coups d'éclat héroïques et tapageurs et du caractère changeant et passionné de Mathilde. Il se reproche son ingratitude envers elle, mais ne peut s'empêcher de rêver avec une douce nostalgie au temps passé avec Madame de Rênal, dont il est resté éperdument amoureux. Julien pense à l'avenir de Mathilde et a de l'ambition pour elle. Il voudrait qu'elle épouse Croisenois, et il aimerait qu'elle mette son enfant en nourrice à Verrières, afin que Madame de Rênal puisse le voir grandir et s'attacher à lui. Chapitre 40 – La tranquillité. Julien refuse de défendre son geste et s'emporte violemment contre son avocat lorsque celui-ci tente de lui faire comprendre qu'il lui serait profitable de plaider le crime passionnel et la jalousie. Il constate qu'il est plus heureux seul qu'avec Mathilde et que c'est précisément maintenant qu'il est sur le point de mourir qu'il peut enfin apprécier la vie. Pendant que Mathilde fait tout pour essayer de lui sauver la vie, il rêve et pense à Vergy. Tout le monde attend le procès. 36 jurés sont tirés au sort. Madame de Rênal se rend à Besançon, mais n'assistera pas au jugement afin d'éviter de faire du tort à Julien. À peine arrivée, elle écrit à chacun des 36 jurés et plaide pour qu'il soit sauvé. Elle le décrit comme un jeune homme pieux et sage, parfois en proie à une profonde mélancolie le poussant à la folie, et leur explique que condamner à mort cet innocent serait une barbarie, et que cela ne la vengerait pas, mais au contraire, cela la ferait mourir. Chapitre 41 – Le jugement. Tout le monde, passionné par cette histoire romanesque, accourt à Besançon pour assister au jugement. Mathilde s'est procuré une lettre de Monseigneur l'évêque, parent de la maréchale, demandant l'acquittement de Julien, tandis que l'abbé de Frilair a manœuvré pour influencer les jurés, en particulier l'influent Valenod. Julien est résolu à ne pas prendre la parole lors de son jugement. Le jour du jugement, Julien est surpris de voir que la foule venue assister en masse à son jugement n'est pas remplie de méchanceté à son égard, mais au contraire ressent de la pitié pour lui. La salle de jugement est remplie d'une foule immense, dont de nombreuses femmes. Le public est frappé par sa jeunesse. Beaucoup voient en lui un enfant. La plaidoirie de son avocat fait son effet. De nombreuses femmes fondent en larmes. Julien lui-même est attendri, mais refuse de paraître faible. Lorsque minuit sonne, il pense que c'est le dernier jour de sa vie qui commence et se sent soudain enflammé à l'idée du devoir. Lorsque le président des assises lui donne la parole, Julien dit tout ce qu'il avait gardé sur le cœur. Il répète qu'il avait prémédité son crime et qu'en conséquence, il mérite la mort. Puis il se lance dans un discours passionné, condamnant sans ménagement la société bourgeoise et aristocratique qui, à travers son procès, fait le procès de toute la classe inférieure à laquelle il appartient et qui n'hésite pas à punir sévèrement ceux qui ont l'audace de vouloir s'élever au-dessus de leur rang.
À 2 heures, Valenod apporte la réponse des jurés, qui déclarent à l'unanimité Julien coupable de meurtre avec préméditation et le condamnent donc à la peine de mort. À cette annonce, Julien regarde l'heure. À sa montre, il est 2h15 et il se dit que c'est vendredi. Il tâche de ne pas paraître faible aux yeux de Valenod, qu'il s'est rempli de satisfaction et d'esprit de vengeance. Il regrette de ne pas pouvoir revoir Madame de Rênal pour lui dire combien il regrette l'horreur de son crime. Chapitre 42. Julien ne s'aperçoit que tard qu'on l'a transporté au cachot. Il pense sans arrêt à ce qu'il dirait à Madame de Rênal pour lui prouver son repentir et son amour. Il redoute d'être jugé après sa mort par le Dieu des chrétiens qu'il sait impitoyable, mais espère rencontrer le Dieu de Fénelon qui pardonne à ceux qui ont beaucoup aimé. Il repense au personnage ambitieux qu'il était avant et se moque en riant de bon cœur de ce Julien-là, en lui rappelant qu'il sera guillotiné dans 3 jours. Le lendemain, il est réveillé par Mathilde, furieuse, après l'abbé de Frilair. Mathilde insiste pour que Julien demande à passer en appel. Mais celui-ci refuse, de peur de n'être plus si bien disposé à mourir plus tard. Pendant que Mathilde lui parle, il imagine la façon dont Madame de Rênal réagira en apprenant sa mort dans le journal. Son avocat, Félix Vaneau, lui explique qu'il a 3 jours pour faire appel. Chapitre 43. Julien est réveillé par Madame de Rênal. Il croit d'abord qu'il rêve, puis se jette à ses pieds. Elle le supplie de faire appel, lui affirme qu'elle lui pardonne et lui promet de venir le voir chaque jour pendant les 2 mois que durera l'appel. Julien est fou de joie et lui révèle qu'il n'a jamais aimé qu'elle. Madame de Rênal lui dit toute l'immensité de l'amour qu'elle ressent pour lui et lui avoue qu'elle serait même prête à tuer le geôlier si Julien le lui demandait. Elle se plaît à l'idée de mourir avec lui à l'instant. Julien accepte de faire appel et lui fait jurer en échange de ne jamais attenter à sa vie, mais au contraire de rester en vie pour s'occuper de son fils. Il est ravi à l'idée de passer 2 mois avec elle. Après 3 jours, M. de Rênal ordonne à sa femme de revenir à Verrières. Plus tard, Julien est extrêmement contrarié en apprenant qu'un prêtre s'est mis en tête de le confesser et s'est posté à la porte de la prison où les gens commencent à s'attrouper pour écouter ses litanies. Il est furieux contre ce prêtre qui, selon lui, ne cherche qu'à obtenir un article dans le journal, mais il finit par le laisser entrer. Pour la première fois, il a peur de la mort. Alors pour cacher son émotion, il se débarrasse du prêtre en l'envoyant dire une messe pour lui. Chapitre 44. Mathilde vient dire à Julien que c'est Valenod qui avait décidé de le condamner à mort après avoir entendu son discours critique envers la bourgeoisie lors du jugement. Puis c'est au tour de Fouquet de lui rendre visite. Mais Julien leur demande de partir, car il n'aspire qu'à être seul et il veut cacher son émoi. Le lendemain, c'est son père qui vient le voir. Il lui fait des reproches et ne parle que d'argent. Après avoir invité 2 galériens à venir boire du champagne avec lui dans son cachot, Julien réfléchit 5 jours durant à la nature de l'homme, qu'il soit noble, bourgeois, prêtre ou brigand, et à la notion de droit naturel auquel il ne croit pas. Il ne voit partout que crime, avarice, hypocrisie. Il accuse même Napoléon de charlatanisme. Il en conclut que l'homme ne peut se fier à l'homme, et il songe à se donner la mort. Il a besoin de Dieu, mais d'un Dieu juste et bon. Enfin, il refuse de se mentir à lui-même et s'avoue qu'en réalité,
C'est l'absence de Madame de Rênal qui le désespère et le rend fou. Chapitre 45. Madame de Rênal s'échappe de Verrières pour venir voir Julien. Celui-ci est sincère avec elle et lui avoue toutes ses faiblesses. Grâce à sa tante, dévote et riche, Madame de Rênal réussit à obtenir 2 visites par jour, ce qui rend Mathilde folle de jalousie. Plus tard, Julien est navré d'apprendre la mort du marquis de Croisenois dans un duel avec monsieur de Thaler, qui avait manqué de respect à Mathilde. Julien conseille alors à Mathilde d'épouser monsieur de Luz. Proche de la mort, Julien peut enfin vivre pleinement son amour sans penser à l'avenir. Il n'est plus travaillé par son ambition et pour la première fois de sa vie, il a conscience d'être heureux. Seuls 2 événements viennent le troubler. Son confesseur lui apprend qu'il est devenu le héros des jeunes femmes de Besançon et il l'encourage à se convertir pour marquer leurs esprits. Mais Julien refuse fermement. Puis, Madame de Rênal lui parle de son intention d'aller se jeter aux pieds du roi pour implorer sa grâce. Il lui fait jurer de ne jamais se donner de la sorte en spectacle. Le jour de son exécution, il fait beau. Julien est heureux de pouvoir enfin marcher au grand air. Fouquet réussit à obtenir des congréganistes le corps de Julien. Il a l'intention de réaliser le souhait de celui-ci de reposer dans la grotte de la montagne surplombant Verrières, dans laquelle il avait passé la nuit quelques années auparavant. Alors qu'il est seul dans sa chambre avec la dépouille de Julien, Mathilde fait irruption chez lui et demande à voir le corps. Puis elle allume des bougies, pose la tête de Julien sur une petite table et la baise au front. La dépouille de Julien est amenée jusqu'à la grotte. Mathilde suit le convoi dans sa voiture, la tête de Julien posée sur les genoux. Après la cérémonie, Mathilde enterre de ses propres mains la tête de Julien. Madame de Rênal respecte sa promesse de ne pas attenter à sa vie, mais meurt 3 jours après Julien en embrassant ses enfants.